Voilà, le comment. Alors, évoquons quelques instants le choix de cet intitulé. Faut-il dégager les médias? Je parle d'un baromètre de BVA. Un baromètre de BVA sur la confiance dans les médias qui stipule que 52% des personnes interrogées répondent qu'ils pensent que les choses qu'on leur présente dans les médias ne se sont pas passées comme elles sont présentées. Un grave problème de défiance, disons dans la majorité de la population française, ou en tout cas dans la majorité des sondés. Donc on part de l'idée que le dégagisme commence toujours par la perte de confiance, par la défiance. On n'y croit plus, on doute, on s'interroge, on cherche à savoir par soi-même. C'est très bien, nous, c'est ce qu'on prône. Informez-vous par vous-même, essayez de faire votre propre opinion. Mais il y a aussi l'autre cas, on se détourne, on en a marre, on s'en fout, on ne veut plus savoir. Donc la question de la confiance est décisive dans la vie publique. On l'a bien vu avec les élections. Quand les gens n'ont plus confiance, que font-ils? Soit ils s'abstiennent, n'est-ce pas? Soit ils dégagent. Les gens qui sont en place et en qui ils n'ont plus confiance. Je pense que François Fillon est en réalité la personne qui a le plus subi le dégagisme dans l'élection passée. Je pense, j'ai pas dit vous, j'ai dit moi. Quand on débat, c'est un autre thème. Attention, je me mélanchonise. Ce que je voulais ajouter concernant le dégagisme, donc c'est un processus qui est à l'œuvre. Le dégagisme, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est pas dans la nuit, ça se produit comme ça, bon ben bien, on les dégage tous. C'est quelque chose qui prend du temps, qui a ses flux et ses reflux, et c'est quelque chose qui prend plutôt du temps, voire même un temps long à l'échelle d'une vie, parce qu'en réalité, des révolutions, on n'est pas tous certains d'en connaître. J'imagine que le peuple tunisien a attendu longtemps avant d'avoir sa révolution tunisienne. Donc, à l'échelle d'une vie, un processus de dégagisme est un processus long. On va ramener cette question du dégagisme aux médias, et plus exactement au système médiatique. Moi, j'assume tout à fait cette expression. Il y a un système médiatique. Alors maintenant, il faut bien dire et mettre au point un certain nombre de choses quand on emploie cette expression. Il y a une structuration complexe, diverse, variée, qui n'est pas unifiée, mais qui est codifiée, qui n'est pas indépendante, mais qui a un certain autocontrôle. D'accord? Donc le système médiatique, ce sont des dizaines de rouages qui interviennent. Économiques, financiers, des rouages légaux, managériaux, Aude en parlera peut-être, culturels et même identitaires. Je ne vais pas faire long du tout, hein, mais je vais dire à certains d'entre vous, peut-être qu'ils ne savent pas, mais il n'y a pas de cabinet noir qui tirerait les ficelles du monde médiatique. Voilà. C'est peut-être une révélation que je fais. Moi, je trouve que ce serait tellement simple si c'était comme ça, parce qu'on pourrait leur régler leur compte assez facilement. Mais ça ne se passe pas comme ça, je pense que c'est pire que ça. Ce serait beaucoup plus simple s'il y avait un cabinet noir. C'est pire. Selon Alain Accardo, j'ai ma caution intellectuelle, là, qui est un sociologue et spécialiste des médias, il dit, et je le lis, pas de grand complot pour protéger l'ordre établi, ni d'obéissance docile aux injonctions des richissimes milliardaires. Les journalistes qui sont ici présents sont ceux qu'ils sont, une fraction emblématique de la bourgeoisie intellectuelle, née dans le système, qui en vit et qui tient à le faire perdurer. On en parlera avec Aude. Nous allons donc évoquer pendant une petite heure, puis ensuite prendre vos questions. Nous allons évoquer donc le dégagisme des médias. Moi, je vous propose un plan en 3 points, avec 3 invités. Premier point, la dénonciation du système médiatique, avec Aude Lancelin. Deuxième point, le contournement des médias, mais c'est pas pour, enfin c'est pour eux, je veux dire, on peut traiter de tout maintenant. Le contournement des médias. Et troisième point, alors là j'ai employé une expression. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est le remplacement. On m'a dit, ah Sophia, le grand remplacement, pas possible. Bon, d'accord, on enlève le remplacement, on remplace. C'est une belle expression.
la substitution aux fonctions collectives et traditionnelles, traditionnellement prises en charge par les médias, donc comment on se substitue à ces fonctions traditionnellement prises en charge par les médias et qui ne prennent plus en charge. Vous aurez remarqué qu'on est un peu dans un schéma qui ressemble au schéma politique, et un peu avec ce qu'on a fait avec la France Insoumise. Donc nos invités, Aude Lancelin. Alors on va y aller, Aude Lancelin. Je vais vous la présenter. J'ai des mots très sympas pour elle. Ce sont des extraits de propos tenus par ses confrères. Elle est méchante et parano selon la Croix. Elle est glaciale selon Libé. Elle dit n'importe quoi selon l'Express. Et c'est tout bonnement une chienne selon Pierre Assouline. Qu'a-t-elle fait? Elle est journaliste, elle est philosophe. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Monde Libre. Elle a été licenciée de l'Obs. Il semblerait que les motifs de son licenciement s'apparentent à un délit d'opinion. C'est à elle de nous le raconter, c'est ce que je vais lui demander, si elle veut bien nous faire un petit retour d'expérience. Et quand une circonstance nous amène à en sortir, pas en sortir volontairement, mais on en sort parce qu'on lance pour tous les lanceurs d'alerte. Si vous discutez avec eux, ils vous disent souvent la même chose. Moi, ce n'était pas dans mon plan de carrière de devenir lanceur d'alerte. Donc j'ai envie de demander à Aude, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Écoute, je crois que tu as cité des propos éloquents. Je disais donc, je t'emmènerai dans les soirées pour me présenter. Je pense que ça arrangera mes affaires pour soigner mon irréputation. Oui, j'ai un petit peu été traitée comme un esclave marron échappé des plantations de Xavier Niel, en l'occurrence. L'homme fort du groupe Le Monde, propriétaire de l'Obs, Télérama, enfin, toute la presse mainstream, dite de gauche aujourd'hui. Alors, pour détailler un petit peu la stratégie médiatique à laquelle j'ai eu droit au moment de la sortie du livre, pour être honnête avec vous, mes éditeurs et moi, on s'attendait plutôt à un mur du silence absolu. Et c'est pas ça tout à fait qui s'est passé, puisque, je le dis, et c'est peut-être la première lueur d'espoir, le système n'est pas totalement étanche. Il y a encore des gens dans les recoins de cette profession qui sont encore prêts à prendre des risques. Et donc, j'ai eu un certain nombre d'entretiens, suffisamment en tout cas pour que l'intérêt des gens soit éveillé. Maintenant, les réactions au sein de ma corporation, les journalistes, je dirais elles sont de deux types. D'un côté, vous avez les cyniques, de l'autre côté, les ravis de la crèche. Alors, les cyniques, eux, ils sont quelques-uns, ils savent très bien que tout ça est vrai, ils savent très bien que tout ça se passe comme ça, ils savent très bien qu'un véritable macartisme s'applique à l'égard de certaines idées aujourd'hui dans les médias, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, et évidemment, ils étaient très fâchés de voir cette espèce de fuite d'eau se répandre. Voilà. Normalement, dans un système parfaitement étanche, ça ne doit pas arriver. Et une mer oligarchique parfaitement huilée ne doit pas être troublée par ce genre d'événement. Et puis de l'autre côté, je disais les ravis de la crèche. Alors, ça c'est le plus ennuyeux, je vais vous dire, parce que c'est quand même la majorité des journalistes, malheureusement, aujourd'hui. C'est-à-dire des gens, ce ne sont pas qu'ils soient plus idiots que d'autres, forcément, quoique dans certains cas on pourrait discuter, mais qui pensent vraiment
oui, Patrick Drahi, Xavier Niel, Martin Wick ont racheté les médias parce que ce sont des mécènes, parce qu'ils ont une passion pour la libre circulation, la libre communication des idées et des opinions, comme dit notre Constitution. Et ma foi, et donc c'est normal que ces gens répandent des millions d'euros sur un business qui ne rapporte plus rien, qui est une espèce de vieux ratio troué qu'il faut renflouer chaque année et qui pour eux, commercialement, est le moins qu'on puisse dire pas une affaire. Donc, pourquoi ces gens-là, pourquoi les journalistes continuent à avaliser ce système, à le défendre, même en privé, même porte fermée, et dire non, la main sur le cœur, mais je te jure, je te le dis, Aude, jamais on ne m'a demandé, dans tel ou tel service du monde, de ne pas écrire ça. Jamais. On ne me l'a jamais demandé, ça. Voilà. Eh bien, oui, je suis bien d'accord. On ne te l'a jamais demandé. On ne te l'a jamais demandé. Et comme un vieux cheval de manège, tu continues à faire tes tours, exactement sans t'écarter d'un centimètre de plus de la circonférence demandée, et tu connais parfaitement jusqu'où on peut aller et ne pas aller, et tout roule comme ça. Et effectivement, dans un système parfait, un actionnaire jamais n'appelle. Enfin, dans un système qui serait idéal, ils n'ont pas à intervenir parce qu'ils ont choisi les bonnes personnes et qui les ont mis à la bonne place. Voilà. Donc, les ravis de la crèche, pourquoi, si on veut charitablement écarter l'hypothèse de la bêtise, eh bien, ils ont un intérêt, et tout le monde peut le comprendre, moi je peux le comprendre, vous, je suis sûre que en faisant un effort, vous pouvez peut-être aussi comprendre, narcissique, un intérêt narcissique à se dire, mais oui, moi je fais mon travail honnêtement, effectivement, je ne sais pas ce qui se passe dans les étages, mais si vous voulez, chacun, vous, moi, tout le monde préfère se voir comme Albert Londres que comme Rantanplan. Et donc, même si le métier se dégrade, et donc même si vous savez très bien que si d'un seul coup vous vous réveillez un matin début 2016 en disant mais oui, j'ai écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon, j'ai vu son hologramme, je suis convaincue, maintenant c'est ça que je vais défendre, vous savez très bien ce qui va se passer pour vous. Donc, si vous voulez, le système, effectivement, comme le disait très justement Sophia pour commencer, le système, il est d'autant plus pervers qu'il fonctionne avec l'adhésion aussi de beaucoup de salariés. Ce n'est pas une oppression au sens propre du terme, au sens où les gens seront enfermés dans la cave, forcés à écrire du bien d'Emmanuel Macron. Comme le disait un jour Giroud, François Giroud, qui n'est pas vraiment connu pour être une révolutionnaire, une gauchiste déchaînée, eh bien, la cofondatrice de l'Express disait « ils ne sont pas achetés, ils sont acquis d'avance ». Et pour la plupart, c'est vrai. Pour la plupart, c'est absolument vrai. Donc, effectivement, comme le disait Sophia, il n'y a pas de cabinet noir. C'est pas un complot au sens grossier du terme. Et c'est pour ça que c'est absolument horripilant de s'entendre systématiquement renvoyer à ces histoires de complotistes. Je pense que d'autres ici en parlent. Chaque fois que vous soulignez que tel intérêt financier est derrière telle décision politique, c'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde. Donc si on ne peut même plus analyser les choses en ces termes, on condamne les gens à l'opacité. Et d'une certaine façon, on renforce chez eux le désir de passer par la porte de derrière, par la backdoor, et on renforce l'esprit complotiste. Moins on donne d'informations véritablement honnêtes aux gens, et plus on renforce cette espèce de climat qui règne, c'est vrai, parfois, sur certains lieux, sur Internet. Et c'est grave, parce que c'est très grave d'utiliser cet argument, que le système utilise cet argument du complotisme, parce que le complotisme, ça existe vraiment. Et c'est grave. Et c'est souvent très con. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, voilà, les hasards ont fait, je me suis retrouvée avec un ado de 17 ans qui vraiment me reparlait du 11 septembre. Mais si, je t'assure, c'est impossible, la vitesse de descente de la tour ne colle pas avec le nombre d'essence qu'il y avait, de machin. Voilà, ça c'est le complotisme, vous voyez. Mais expliquer que derrière Emmanuel Macron, il y a tout le
CAC 40 et que ces gens sont des commanditaires et qu'ils ont des attentes, ça c'est pas du complotisme. Ça c'est simplement... J'aimerais poser une question en particulier. C'est pourquoi on te traite de cette façon-là? Pourquoi ce livre que tu as publié a déclenché des mots pareils? Et pourquoi ces mots sont... Enfin, pourquoi c'est acceptable de te traiter comme ça? Alors... non, mais il faut croire qu'il y a des secrets de famille qui sont pas acceptables à sortir. Quoi. Je ne vois pas d'autres explications. Mais je relativise quand même un petit peu ce propos, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup... J'ai eu aussi énormément de soutien. Ça a réveillé quelque chose, notamment par exemple chez les journalistes de l'Obs, qui ne sont pas une population politisée, syndicalisée, et qui se sont quand même soulevés autant qu'ils ont pu, aussi fort qu'ils ont pu. D'ailleurs, l'échec total de ce soulèvement qui a duré 5 à 7 semaines est un peu déprimant pour l'avenir, parce qu'il montre que le rapport de force entre actionnaires et rédaction est mort. Il n'y a pas de rapport de force. Et ceux qui disent le contraire, dans les sociétés des rédacteurs de Libération, par exemple, cette discussion sans foi, j'en reviens à ce que je disais au début, soit ce sont des cyniques, soit ce sont des idiots. Voilà, il faut choisir son camp. Et peut-être que j'ai une chose à dire aux insoumis. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. Et c'est important, me semble-t-il, c'est que les journalistes, chez les insoumis et dans bien d'autres catégories de la population, on les déteste, on les méprise, on leur tire dessus. C'est vraiment devenu une des professions les plus honnies. Mais moi j'ai envie de vous dire, très bien, d'accord, mais oubliez les individus. Oubliez les individus. Passez à l'étage supérieur, surtout passez à l'étage supérieur. Voyez ce qui se passe au niveau de l'actionnariat. Parce que les journalistes, ils sont ce qu'ils sont. Il y a eu pendant 40 ans une sélection des pousses, des recrutements tels que toute opposition de gauche véritable a été détruite dans les journaux. Et malheureusement, ce que nous vivons est entièrement relié à ça. Mais ils sont là, il faut faire avec. Malgré tout, on a vu, il y a quand même eu la plus grande grève de l'audiovisuel français depuis 68 avec Télé. On pense ce qu'on veut des chaînes d'infos continue, on pense ce qu'on veut des présentateurs de télé, on pense ce qu'on veut des journalistes en général. Mais ils l'ont quand même fait. Moi, j'en ai parlé avec certains d'entre eux, ils savaient. Ça a duré 1 mois, c'était une grève quand même très dure. Certains avaient pris des vrais risques personnels, certains sont allés jusqu'à démissionner. Si vous voulez, alors voilà, Bolloré leur a été imposé. Bon, on aurait aimé qu'ils bougent spontanément. En fonction de grands principes, etc. Ah non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé sous la pression des circonstances et d'une certaine façon comme moi. Mais ils sont là, il faut leur tendre la main. Il faut savoir que c'est une population surtout sociologique en train de changer, en train de se précariser. Alors je ne vais pas faire pleurer quelqu'un ici sur les salaires dans la presse, mais je vais quand même essayer. J'ai des utopistes ici. Eh bien, moi, voilà, rien ne parle plus que les exemples très concrets, donc je prends des exemples grossiers, concrets, etc. Moi, personnellement, quand j'étais à l'Obs, encore en 2015, je connais 2 jeunes journalistes, l'un d'un service étranger qui passe pour encore très prestigieux, et l'autre du web, qui ne pouvaient pas faire vivre leur famille avec le salaire qui leur était versé. L'un repassait le soir, faisait du repassage
était devenu une espèce de travailleur domestique pour pouvoir faire vivre ses enfants. L'autre ne peut même pas, une jeune femme, ne peut même pas prendre le TGV avec sa famille, est obligée de faire du covoiturage, etc. Voilà où on sont quand même sous ce nouvel actionnariat. Voilà où voilà où on est la spirale de la précarisation, de la maltraitance, et qu'on le veuille ou non, ces gens-là, ils commencent à développer la conscience de leur classe. Voilà. Et moi, c'est la première fois, en 2016, ça paraît sans doute risible ici devant cet auditoire, mais c'est la première fois dans un journal comme l'Obs, qui fut longtemps confortable, pas du tout politisé. Oh là là, déjà s'inscrire à la CFDT, c'était un acte de bravoure, de suicidaire, un truc de kamikaze, quoi. Et bien, des gens, pour la première fois en 2016, ça a été d'ailleurs remarqué, dans la collectivité, ont posé un jour pour aller manifester contre la loi de travail. Et ça, tout le monde en avait la mâchoire décrochée. Voilà. Donc, je repasse la parole à Sophia pour conclure. Non, mais juste, je veux dire, quand Sophia m'a appelé pour me proposer un débat, tu m'as dit, oui, mais voilà, la France Insoumise n'a pas gagné l'élection, on n'est pas au pouvoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester les bras croisés pendant 5 ans en attendant que ça se passe. Dans les médias, concrètement, comment on peut agir, etc. Bon, alors voilà, j'ai une première solution, il y en aura d'autres sûrement ce soir. Mais je pense vraiment, oui, ça passe par la création de médias alternatifs. Évidemment, hein, parce que en face, c'est quand même des colosses au pied d'argile, parce que ils semblent très puissants. Mais les gens sont plus. Commercialement, ça ne fonctionne plus. Hein, c'est un naufrage. Toute la presse Drahi, la presse Niel, à l'exception du bijou de famille, Le Monde est un naufrage aussi. Eh bien, en face, évidemment, il faut créer des choses, il faut les concurrencer. Il faut faire ce que je m'inspirais sur ce point du film Merci Patron. Souvenez-vous, quand le sbire de LVMH dit à Ruffin ah mais non, ce sont pas les grands médias qui sont dangereux, c'est pas France Inter, c'est pas le Canard enchaîné, c'est une minorité agissante qui sont dangereuses, c'est Fakir, ça c'est vraiment dangereux, Fakir, et il le répète. Et il faut d'autres Fakirs, il faut faire ça, et il ne faut pas oublier non plus les journalistes qui sont aujourd'hui bloqués dans la machine, avec qui on peut faire des choses. C'est aussi pour ça qu'on voulait absolument... On voulait absolument vous avoir avec nous parce que, justement, on a un devoir de solidarité avec des journalistes qui, à un moment donné de leur parcours, deviennent lanceurs d'alerte. Dénoncer fait partie du processus du dégagisme. Donc moi j'en profite pour dire aux insoumis que nous sommes que quand on repère comme ça des gens qui sont des journalistes, qui mènent des actions de ce type, alors parfois isolées, individuelles, parfois collectives, il faut qu'on ressente, malgré le rejet qu'on peut avoir pour la profession qui est largement partagée dans la population française. La première profession détestée à part les politiques, ce sont les journalistes. Je suis désolée, c'est pas moi qui l'invente et ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Donc il faut avoir une espèce de devoir de solidarité et j'espère qu'on vous en témoigne un peu, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux avec les gens qui sont là. On passe à la personne suivante qui justement fait du contournement des médias, donc un média alternatif. Alors Olivier Berruyer, c'est un homme sérieux. Il exerce une profession dont j'ignore absolument l'utilité, la fonction, le rôle. Il est actuaire. Je ne veux pas savoir si ça se dit. On paraît que c'est pas d'assurance de finances. Il est actuaire, voilà. Un jour, il nous expliquera ce que c'est. Vous allez sur la page Wikipédia, j'en sais rien. En tout cas, nous, on le connaît parce qu'il est le fondateur d'un blog qui s'appelle les-crises.fr. Voilà.
dans lequel il publie des analyses sérieuses, des informations sur des sujets graves, des sujets économiques, sur des guerres, sur de la géopolitique. Un ancien ambassadeur lui a avoué qu'il en apprenait plus en lisant son blog qu'au ministère des Affaires étrangères. Alors, sur ce blog, il parle d'Ukraine, de Venezuela et autres sujets qui lui valent 2 jugements. Premier jugement, son blog est un des plus influents dans sa catégorie. Félicitations. Deuxième jugement, c'est un complotiste dangereux, un conspirationniste. Pour Jean Quatremer, attendez, pour Jean Quatremer, c'est un pro-Poutine, pro-Maduro, pro-Assad, antisémite et anti-américain. Ça t'intéresse, Bon. Tu n'es pas journaliste, Olivier. Qu'est-ce qui t'a pris dans ta vie de te lancer dans cette aventure? C'était en 2011. Et moi, je dis, ce blog donc, correspond à une stratégie de contournement des médias, parce qu'il dit, ce blog, en gros, les journalistes, vous n'avez pas le monopole de l'information. Et ma question, c'est, est-ce que c'est pour ça qu'ils t'en veulent à ce point? Bonjour à toutes et à tous. Oh oui, sans doute, et c'est ce que j'essaie de vous montrer dans ma petite présentation, en expliquant à la rigueur pourquoi ce système médiatique en vient à essayer de salir à ce point-là des réputations et comment ils s'y prennent. C'est ce que tu m'as demandé, d'essayer de montrer un peu ce qui m'était arrivé. Alors, je ne vais pas trop parler de moi en général, mais ça peut être intéressant, surtout si vous aussi, d'essayer de faire des sites, de faire de l'information. C'est intéressant de voir ce qui peut se passer et ce qui peut vous arriver. Alors finalement, pourquoi salir? Moi, je suis actuaire qui est simplement, on va dire, une profession de gestion des risques à long terme, dans le secteur plutôt des assurances, avec un aspect scientifique et juridique. Et j'ai décidé en hobby, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la géopolitique, de lancer un site que j'ai appelé Les Crises, sur la crise économique, qui traitait à la base beaucoup d'économie, où je créais beaucoup de graphiques pour expliquer un peu ce qui se passait à l'époque, en 2011-2012, qui démontait un peu les propagandes néolibérales. Il m'a valu d'avoir des interventions régulières sur la chaîne Disney, sur France 24, incluant un transfert, en infrastructure, peu importe, une exposition assez rapide. Et mon site s'est hissé au premier rang des blogs économiques, avec 4 millions de visites uniques l'année dernière. Donc là, c'était le genre de graphique que je faisais sur la dette, sur la croissance. Il se trouve qu'en 2014, je me suis intéressé au coup d'État en Ukraine et j'ai jugé intéressant d'essayer de creuser vraiment ce sujet-là, sans raison particulière. Moi, j'ai aucun lien avec tout ce qu'il y a à l'est de Bastia, en fait. J'aurais pu m'intéresser au Guatemala, au Sri Lanka, si le contexte s'y était prêté. Quand on s'intéresse à l'Ukraine, évidemment, l'idée de s'intéresser à l'extrême droite antisémite locale, qui débat de très loin ce qu'on appelle l'extrême droite chez nous, comme vous allez le voir, avec en particulier un parti qui s'appelle Svoboda, qui est un parti vraiment d'obédience néo-nazie. Ça s'appelle Svoboda, ça veut dire liberté, ça ne manque pas de scène, parce qu'ils ont essayé de blanchir un peu leur blason en 2004 de mémoire, mais quand il se crée dans les années 90, ça s'appelle le Parti Social National d'Ukraine, et avec tout un argumentaire, ils traduisent toute la prose néo-nazie en ukrainien, ça manquait. Voilà, je suis lancé là-dedans, je ne rentre pas dans le détail, vous trouverez plein de choses sur le site. Aux élections législatives de 2012, vous voyez que dans la partie brune, ils font, c'est la Galicie, qui est historiquement une partie autrichienne, ils font 38% des voix. Et ça, c'est vraiment un parti néo-nazi. Donc après, vous ajoutez les partis d'extrême droite, puis les partis de droite dure, encore c'est quand même très marqué dans ce point-là. Mais vous voyez aussi que l'Ukraine centrale est très peu concernée par le phénomène, et l'Ukraine complètement à l'est, qui est par russe, qui est très proche du monde russe, ils font que 1%. On n'est pas du tout en train de dire que l'Ukraine, c'est le 4e Reich, soyons très clairs là-dessus, mais c'est un phénomène qui existe. Et qu'est-ce qui se passe dans ces régions? Par exemple, c'est ce que je montre sur le site, mais j'essaie de l'illustrer. Il se trouve régulièrement des ossements de soldats de la Deuxième Guerre mondiale, ukrainiens, qui les réenterrent dans des grandes cérémonies en costume d'époque. Mais pas que, ces soldats-là sont en fait les soldats de la Waffen-SS Galicie, qui sont tombés en combattant l'armée rouge. Donc ici, vous les voyez en costume avec un vétéran Waffen-SS à l'époque. Vous voyez que c'est quand même des cérémonies assez larges, les gens se déguisent. Ici, vous les voyez arriver à l'église avec le petit
symbole de la 14e division SS, hein, je n'invente pas, et le monsieur au premier rang, si vous ne le voyez pas bien, ici on le voit quand même un peu mieux, qui honore les morts, avec évidemment un habit de SS et la casquette tête de mort des Waffen-SS. Donc tout des stades d'honneur en cas pour honorer les grands-parents qui avaient œuvré, et ça j'ai expliqué toute l'histoire de la Shoah sur son site en particulier en Ukraine, avec l'évolution de la population juive en Ukraine qui a été quasiment éradiquée évidemment à l'époque. Si j'en parle, c'est que le leader, le cofondateur de Svoboda s'appelle Oleg Kanibok, ce sympathique personnage qu'on voit au milieu. En 2012, il est classé par le centre Simon Wiesenthal dans le top 12 des antisémites. Il a fait en sorte de faire une alliance avec le Front National de tous les partis d'Europe autour des années 2000, partis démocrates autrichiens, etc. Mais au bout d'un an, ils se font virer par toute l'extrême droite européenne parce que ces gens sont vraiment infréquentables. Vous avez Tzipi Livni, qui est l'ancienne vice-premier ministre d'Israël, qui gueule et qui fait une interview en expliquant qu'ils ont toute une rhétorique ouvertement antisémite, puisque dans le classement, il avait demandé à ce qu'on purge l'Ukraine de 400 000 juifs, ceux qui restaient. Elle s'inquiète parce qu'il passe des accords avec tous les partis de droite, ce parti-là, et elle dit que ça va être très mauvais pour la réputation de l'Ukraine. C'est ce que dit Tzipi Livni en 2012. Très intéressant en 2014, au moment où il y a le putsch, on voit le monsieur en train de négocier avec Laurent Fabius, il est juste en face, et rencontrer John McCain, donc le sénateur américain, rencontrer le commissaire européen à l'élargissement, rencontrer Catherine Ashton, qui est donc la ministre européenne des Affaires étrangères. Donc un peu chacun ses fréquentations, on veut dire, peut-être pas de souci, mais c'est quand même des choses qui seraient intéressantes de connaître. Et de savoir qui on soutient, même si c'est qu'une partie, je répète encore, de l'opposition de l'époque, une partie démocratique aussi, mais cette partie-là, elle a en fait beaucoup agi sur la partie révolution, en étant armée, en tirant sur les forces de l'ordre. Il y a plusieurs dizaines de policiers qui sont morts, et ça, c'est évidemment la victoire après des manifestants pacifistes en Ukraine qui chassent le président. Il y a un nouveau gouvernement. Dans le nouveau gouvernement, vous avez 6 ministres qui sont d'obédience néo-nazie ou fasciste. Et donc, c'est à ce moment-là que je réagis. Donc, comme c'est possible d'avoir ça en Europe sans réaction. Donc, c'est simplement là, à ce moment-là, que ça buzz. Et j'explique très bien qu'attention, il y a bien une partie importante de manifestants démocrates européens, musulmans, qui ne sont pas les problèmes. Mais cette partie est quand même importante pour comprendre ce qui se passe. Vous pourriez dire c'est 2014, bon c'est très particulier cette révolution. L'année dernière, il change le Premier ministre en Ukraine, donc le monde vous passe bien l'information, mais ce Premier ministre était traditionnellement le président du Parlement. Donc comme il devient Premier ministre, on élit un nouveau président du Parlement en Ukraine, une majorité des députés, donc c'est d'origine locale, et vous voyez que les journaux ukrainiens passent bien les deux informations, disant que le nouveau c'est André Parubis. André Parubis est le cofondateur du deuxième du parti Svoboda. Lui, sa spécialité, c'est de diriger toutes les milices paramilitaires. Et donc, vous le voyez ici défiler, vous le voyez ici en armes, vous le voyez avec Jean-Marie Le Pen, qui lui fait une petite dédication sympathique, vous voyez, à André, et à tous ses camarades patriotes ukrainiens, avec toutes mes amitiés, Jean-Marie Le Pen. Donc, sur mon site, je décide de traduire la prose de ce monsieur-là. Vous voyez qu'à l'époque, il explique que l'Ukraine a défendu la race blanche contre les hordes asiatiques. Il explique que maintenant, il faut faire face à l'agressivité des idées pernicieuses du monde asiatique sauvage, dont l'incarnation aujourd'hui est la Russie. Et il explique qu'évidemment, l'objectif, c'est que tous les peuples blancs réuniront de nouveau les forces pour lutter contre le chaos autour de l'ordre. Telle est la mission historique de l'Ukraine. Et donc là, c'est encore quelqu'un qui rencontre la ministre américaine, qui rencontre un selfie, qui rencontre le ministre canadien, le Macron local, les Européens, elle va à deux temps. C'est des choses qui sont importantes, non pas tant pour aller, je répète, essayer de dire que c'est que les nazis là-bas, non, mais ces infos-là, normalement, vous ne les avez pas vues, tous les Russes sont vus. L'idéologie que les font ces gens-là, c'est 25 millions de morts en Russie, donc c'est forcément des réactions à des tensions internationales. C'est important aussi de percevoir ce qui se passe à ce niveau-là. J'ai parlé aussi rapidement de la Syrie en donnant d'autres regards que ce qu'on a massivement dans nos médias, tout en donnant aussi la situation horrible dans les prisons de Bachar al-Assad et toutes les violations des droits de l'homme là-bas. Il ne s'agit pas de remplacer une propagande par une autre, et c'est en général ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe sans entrer dans une excitation, dans un extrémisme, c'est de se poser calmement pour comprendre. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de faire un petit zoom sur le Venezuela. J'ai beaucoup moins creusé que l'Ukraine, mais déjà, vous voyez, c'est assez intéressant. Il faut rappeler qu'en 2015, vous avez un décret présidentiel de Barack Obama qui déclare une situation d'urgence nationale aux États-Unis, qui a un sens très précis, en ce qui concerne une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis causée par le Venezuela. Bon, officiellement, on déclare que le Venezuela, c'est une énorme menace pour les États-Unis.
Après, quelles sont les réactions, quelles sont les conséquences, je ne les connais pas, on n'est pas très loin là-dessus, mais on se doute bien que si par exemple il m'a fait ça, normalement, ce serait une faute grave que les agences américaines ne fassent rien derrière pour faire diminuer la menace. Mais vous avez quelque chose d'assez intéressant, c'est la propagande, c'est quelque chose qu'on aime bien analyser sur le site, sur le Venezuela. Donc ici, vous avez des très grands plans cul, vous voyez la police vénézuélienne qui tire à balles réelles sur les très gentils manifestants, dont un avec la petite larme qui est en train de mourir, sous la botte du policier qui dit « Allô Jean-Luc, je ne la voyais pas comme ça, la révolution bolivarienne ». On voit très bien aussi l'instrumentalisation qu'il y a. Ceci, c'est quand même une partie importante des manifestants au Venezuela. Vous les voyez ici lancer des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, dont une majorité ne sont pas armés, parce que c'est interdit par la Constitution vénézuélienne d'être armés face à des manifestants pacifiques. C'est inscrit dans la Constitution. Et évidemment, quand les gens sont armés, ça oblige à réagir. Donc ici, vous voyez encore la police dans des situations inconfortables. Ici, vous voyez un manifestant pacifique. C'est pacifique, on a dit. C'est pacifique. En plus, c'est Reuters, donc j'imagine que c'est un complotiste. Maintenant, on peut vous demander si c'était une information importante pour comprendre ce qui se passe là-bas. Je répète, il y a aussi une opposition démocratique tout à fait raisonnable, même de gauche, c'est compliqué. Moi, ce que j'essaie de dire en général, c'est que les situations sont compliquées. Pour sortir du manichéisme, on va tenir dans les médias, on explique toujours qu'il y a un gentil, un méchant, et en a du bol, le gentil est toujours le c'est assez intéressant. Donc, voilà. Donc il y a bien des gens armés, mais il faut voir qu'ils sont aussi armés de l'autre côté. Donc là, vous avez encore un gentil manifestant pacifique qui est là. Mais attendez, il y a 4 jours, Manuel Valls nous dit que c'est l'opposition qui a la confiance des électeurs doit recevoir notre soutien. Donc il faut vraiment aller soutenir ces manifestants pacifiques. Et avec un deuxième grand plan cul, quand ils ont dépassé les 100 morts dans les manifestations, effectivement, vous expliquez qu'insoumis de tous les pays, unissez-vous. Donc on voit aussi derrière l'instrumentalisation qu'il y a. Ici, vous en avez un des manifestants pacifiques. Il faut savoir qu'ils fait par exemple des mini-roquettes pour en tirer, vous voyez à droite, sur les forces de l'ordre. Donc ici, vous en avez un qui, malheureusement, la roquette qu'il a fait, elle lui a explosé dessus. Donc il est mort. Donc ça fait un mort dans les manifestants anti-Maduro, vous voyez. Ici, vous avez des barricades, parce qu'ils en font souvent là-bas, l'opposition de droite et d'extrême droite, et vous avez un camionneur et un motard qui ont essayé de passer pour aller travailler. En fait, ils ont fait des cocktails Molotov, ils sont morts tous les deux. Donc ça, c'est encore 2 morts dans les manifestants anti-Maduro. Bon, ici, ils mettent le feu à un autre vénézuélien. Alors lui, il ne voulait pas passer le barrage, il était juste noir, ce qui là-bas, ces gens-là, est déjà un suspect de chavisme. Ici, vous avez ce jour-là, dans une nuit d'émeute, 12 morts, dont 8 électrocutés en allant piller une boulangerie. C'est des nombreux pillages, souvent les gens meurent là-bas. Donc ça compte pour 12 dans les 100 qui sont morts du Venezuela. Évidemment, on peut se dire qu'à chaque fois, c'est 100 morts de la police qui a tiré sur les gentils manifestants désarmés. Donc là, vous avez encore les gentils manifestants pacifiques. Je crois tout à l'heure, les petites manifestations, je vous incite à ne pas manifester pacifiquement comme ça. Je crains que le monde des libérations ne considère pas ça tout à fait démocratique. Alors, ne confondez pas non plus, parce que là, vous avez à gauche l'Ukraine 2014 avec le manifestant pacifique de Venezuela en 2017, ça peut se ressembler. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais Olivier, donc ça c'est ce qu'on peut trouver sur ton blog, c'est ce que tu fais, tu informes, d'accord? C'est ce type d'information que tu diffuses. Pourquoi ça te vaut d'être traité de complotiste, de conspirationniste, etc. Je vais te montrer derrière, je suis la dernière scène pour justement passer sur l'aspect. Qu'est-ce qui Je fais mon rôle de modérateur, je te relance, il reste 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? L'idée derrière sur ce truc-là, c'est une fois que tu fais ça, tu essaies de montrer ces choses-là, c'est très dérangeant pour le système médiatique, puisque derrière, il n'y a pas grand-chose à répondre sur ce point-là. Je répète, je ne sais pas quelle est la situation au Venezuela, de Maduro, on ne sait rien, mais je vois juste que c'est compliqué, je vois des gens qui essayent de faire un coup d'État, ce qui forcément, si on accepte que des gens manifestent ou fassent ça, va poser d'énormes problèmes démocratiques dans le pays. Donc derrière comment ils réagissent, c'est que comme il ne peut pas y avoir de débat sur ça, parce qu'on ne peut pas dire que non, il y a que des manifestations pacifiques. Donc si on commence à dire qu'il y a ce genre de phénomène, on se dit mais que doit faire un gouvernement face à ça? Et face à ça, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Soit vous faites rien, que vous avez un peu d'État, soit vous réagissez, forcément, face à ce genre de personnes, ça ne peut pas bien se passer. Donc le débat étant interdit, il y a toute une stratégie pour essayer de salir les personnes qui tiennent ce genre de propos. En tout cas, c'est la stratégie habituelle dans les médias. Et donc, ce qui s'est passé, on a eu des attaques en expliquant que j'aurais été complotiste, et qu'ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Pour répondre, moi je crois à aucun complot en général. Il y a des confrontations d'intérêts, mais pas de complot extraordinaire. Donc c'est d'abord ces attaques-là qui se diffusent, et puis ça vient, on va dire, de quelques réseaux de nouveaux conservateurs, vous connaissez bien, puisqu'ils vous attaquent aussi de la même façon. Et après, ils investissent les médias. Très bien,
que ça contamine les journalistes assez fortement. Et là, En fait, c'est le site Les Décodeurs du Monde qui a le premier t'a classé dans les conspirationnistes. C'est pas le premier, ça a d'abord été le blogueur Olivier Reichstadt de Conspiracy Watch, qui lui-même, étant une des sources importantes du monde, a influencé les journalistes du monde, qui en effet ont classé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont classé mon blog avec les gens qui croient aux théories reptiliennes, avec les gens qui croient enfin voilà, à toutes sortes de fadaises. Donc c'est une façon de décrédibiliser complètement un discours qui est porté sans même qu'on puisse se défendre. Et est-ce que ça marche? Je veux dire, est-ce que tu as vu ton audience baisser? Non, l'audience n'a pas forcément baissé, mais c'est pas un problème d'audience, parce que ces gens-là n'ont pas d'influence énorme en tant que telle sur l'opinion publique. Simplement, ils ont une influence énorme sur les journalistes. Partant de là, c'est quelque part, on te coupe. On essaie de te couper d'un accès aux médias, on essaie de te couper qui a envie d'appliquer un complotiste. Quand on est complotiste de quoi? Je demande sans arrêt. Moi, quel est l'article sur mon site qui pose problème? Je corrige ou j'enlève? Ou je l'explique, mais jamais. Donc à chaque fois, on a ce genre d'assimilation tout à fait grossière sur ça. Alors, comme il y a eu une certaine mobilisation, on remercie les ça que je ne connaissais pas, on m'a soutenu sur Twitter. Et donc, là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient quand même absolument pas défendre quoi que ce soit sur mon site. Et ils ont remplacé ça juste dans les sites pas très fiables, en expliquant que, mais il ne faut pas gueuler, tous les blogueurs, on les a mis en pas très fiables. Et donc la stratégie était de dire, il y a les médias, c'est super fiable, puis le reste, c'est pas très fiable, vraiment pas fiable. Et il assume parfaitement, comme vous le voyez. Donc l'idée, c'est bien derrière de couper. Mais c'est extrêmement dangereux parce que ça atteint pas le bon public, ce qu'il faut voir, mais ça atteint les journalistes et surtout ça vous sert à vous décrédibiliser. Décoder, c'est quelque chose de complètement ridicule, personne ne regarde. Mais en fait, c'est quoi? C'est fondamentalement une liste de proscriptions qui a été créée et tamponnée par le monde. Et donc tout le monde s'y réfère, vu le poids que garde ce journal-là. Et donc moi j'avais fait une série qui posait des questions sur le patrimoine d'Emmanuel Macron et qui était extrêmement étonnante, même si je pense que le gars est complètement honnête, je n'accuse pas, mais quand on regarde, j'ai trouvé une vingtaine de points qui vraiment posent des questions. Et donc l'équipe de campagne de Macron ne m'a absolument pas répondu sur ce point-là, parce qu'ils ont toujours refusé de répondre sur des questions qui venaient du canard enchaîné à la base. Et donc un jour, je les vois dire aux gens, mais non, le gars est classé par des collègues, je ne sais pas pourquoi, parce que le seul truc qu'ils ont donné comme justification, c'était une fake news en plus. Et donc ils empêchent le débat. Donc l'idée, c'est vraiment de détruire et de salir la réputation, alors qu'il n'y a strictement rien de complotiste, rien évidemment de pro-Bachar ou de pro-Poutine. D'ailleurs, tu me disais que toi, tu n'es pas un militant. J'essaie d'être un militant de l'information, mais déjà je n'étais pas militant au sens où peut-être certains d'entre vous sont très militants, vont défendre Maduro, tout ça se sont intéressés. Moi non, je dis juste que c'est compliqué. J'essaie de comprendre, j'essaie de dire, attendez, la petite fable qui commence à être fatigante, depuis les couveuses du Koweït jusqu'à la Libye, PHL, bon, ça commence à être un film qui devient répétitif au bout de 20 ans. Donc j'essaie juste d'avoir du recul et de dire, et c'est ce qu'on voit à chaque fois, après que les événements soient passés, c'était des situations compliquées dans lesquelles il faut vraiment débattre des faits, puis après débattre sur ce qu'il faudrait faire. Mais on voit qu'ici, comme on a en face de nous des contradicteurs qui ne veulent pas, ils ne sont pas en position de survivre à un débat. Quand vous montrez un néo-nazi tamponné par le gouvernement d'Israël ou par l'institution mondiale en train de négocier avec Laurent Fabius, ça vous pose des questions très 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 importantes. Et vous ne l'avez pas vu, mais en Russie ils l'ont vu. Donc les types se disent mais c'est pas possible. Ils nous refont le coup de 45 quand ils ont recyclé des nazis contre l'URSS. Il y a un contexte historique aussi qui est très long là-dedans. Ça, ils le voient, nous on ne le voit pas. A contrario, on voit des choses, et c'est en Russie qu'ils ne voient pas. Bien sûr, il y a des propagandes partout. Et sur les fake news, tu me disais une chose qui était importante, parce qu'on entend beaucoup parler de fake news, de fausses nouvelles, etc., et c'est la crédibilité qui est en jeu souvent. Tu me disais, si par malheur je commettais une seule erreur sur mon blog, je serais pointé du doigt, etc. Aujourd'hui, les chaînes d'infos, les journaux en commettent 10 par jour, et il ne se passe absolument rien, jamais personne n'est sanctionné. 4 mères peut dire n'importe quoi, l'IB ne réagit jamais. Tu me disais vraiment ça, et tu me citais plusieurs exemples. Bien sûr. Pourquoi? C'est leur stratégie derrière. Mais pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils peuvent le dire sans qu'il ne se passe rien. Et c'est vrai que c'est une profession des journalistes qui est fondamentale en démocratie et qui est totalement décrédibilisée. Il est quand même assez fabuleux de voir que la profession n'essaye même pas de réagir et de
s'auto-gérer. C'est-à-dire qu'avant de dire ces horreurs contre lesquelles je porte plainte, je suis obligé maintenant d'aller porter plainte face à sinon vous êtes mort, sinon on dira tout le temps, votre mère pense que, machin. Mais 3 mois avant, 4 mères me traite d'animal, tranquillement, c'est en fait journaliste très connu à Libération, traiter quelqu'un d'animal. Et il n'y a aucun journaliste qui réagit en disant mais oh, pourquoi? Parce que le mec lui demande de justifier rien. Et en plus, ne m'a jamais contacté. Les gars des codex ne m'ont jamais dit mais vous pensez quoi vraiment du Venezuela ou de l'Ukraine? Vous êtes vraiment excité? Vous êtes... Je dis vite que non. Là, il n'y a même plus d'enquête à ce niveau-là. Je pense que c'est une forme de censure, c'est-à-dire que ça ne doit pas être dit, point final. Ah mais bien sûr, ça ne doit pas être dit, mais enfin, on voit très bien, j'ai fait ce schéma un peu simple, mais je pense vraiment qu'on a passé un cap avec l'élection de Trump et du Brexit, au niveau de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on pouvait vraiment dire relativement ce qu'on voulait, et maintenant il y a une chasse vraiment contre les créateurs de contenu sur Internet. Et le Codex, c'est une première étape. On voit très bien que Google et Facebook maintenant aussi essayent de censurer un certain nombre de choses. Et le problème, c'est qu'ils font ça de façon totalement opaque, donc on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas comment ils réagissent. Et ça devient extrêmement dangereux. Et donc, si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui, réfléchissez bien à éventuellement garder votre anonymat. Parce que maintenant, vous risquez d'avoir demain un article du Monde qui va vous vomir dessus. Ils font ça tous les 4 matins au niveau des décodeurs. Vous êtes tout seul, c'est le Monde. Donc, autrement dit, derrière, ils détruisent votre réputation, sans doute à vie. Quelle réaction de la profession? Aucune. Enfin, c'est quand même fabuleux de voir ça au niveau de l'anonymat. Et il n'y a évidemment aucun droit à l'erreur. Jusqu'à présent, j'ai franchement pas fait de grosse erreur. Il y a 4000 articles sur Google. Je peux trouver, parce que ce serait facile de trouver des articles à problème. Bon, pas tant, ça ne me trouve pas. Et si un jour je fais une erreur, je suis mort. C'est-à-dire que là, je vais avoir un peut-être que je relève du Monde, Olivier Verrier fait une erreur, l'histoire de vraiment mettre un peu définitif. Or, le droit à l'erreur est aussi fondamental. Il n'y a pas de liberté d'expression si vous n'avez pas de droit à l'erreur. Parce que si vous vous dites, si je dis une connerie, puis d'un coup je suis mort à vie, personne ne va oser parler. Il faut arriver à garder cette liberté d'expression tout en combattant un certain nombre de théories. C'est vrai qu'il y a aussi du complotisme, c'est vrai qu'il faut lutter contre ça après, mais les gens ont aussi le droit de se poser des questions. Tout à l'heure, tu citais l'exemple de ton ado de 17 ans. Moi, je suis pas sûr qu'il soit complotiste. Je pense que c'est quelqu'un qui se trompe, qui est trompé. La question, c'est si tu passes du temps et que tu lui expliques avec des aspects, il se pose des questions et il se fait avoir par des gens qui le manipulent. Si tu lui expliques vraiment avec des arguments rationnels, en prenant un quart d'heure, en montrant les choses, et qu'il persiste à refuser de changer d'avis face, on va dire, à des arguments de foi, là, oui, il est complotiste. Non, mais on est d'accord. Je pointais juste le fait, c'est quelqu'un qui manifestement avait eu accès à des sites réellement complotistes. Tout à fait que le tien, mais nullement. Je le redis aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens se posent des questions aussi. Toute la stratégie, c'est de faire en sorte que les gens ne se posent pas de questions. Et c'est d'ailleurs très bien dit. Sur Conspiracy Watch, à un moment, il suspecte aussi Julien Drey de complotisme. Il commence à se poser, il commence à avoir des doutes, le gars. Mais attendez, avoir des doutes, c'est ça. Après, il faut au bout d'un moment revenir aussi à des faits, et puis pas aller trop loin dans ce Olivier, tu gardes le reste sous le pied pour les questions avec le public. Ça va. Merci beaucoup, Olivier Verrier. Si vous voulez vous lancer dans le contournement des médias et créer votre propre blog ou devenir une source d'information, un émetteur d'information, pensez à garder peut-être l'anonymat. Moi, après, j'aimerais poser une question à Aude sur comment ça se passe maintenant pour travailler dans son métier. Mais on y reviendra juste après. Thomas Guénolé. Guénolé, ce sont des phrases. J'en lis 2. Je vais vous faire plaisir. L'analyse de la vie politique américaine dans les médias français est à côté de la plaque. On présente toujours comme les démocrates, comme les gentils, les républicains, comme les méchants. On oublie de rappeler que Obama, ce formidable progressiste, est partisan de la peine de mort. Autre phrase, les terroristes existent depuis qu'il y a des médias de masse pour servir de caisse de résonance. C'est la version ignoble, infâme d'un spot publicitaire. Il est le king de la punchline. En français, le roi de la petite phrase. Spécialiste des médias, politologue, il est connu pour avoir dénoncé et même démontré le Mélenchon bashing. Démontré presque scientifiquement. Donc politologue, très bien. Alors, on a dénoncé avec Aude, on a contourné avec Olivier, et maintenant on aimerait bien savoir comment on fait pour remplir ces fonctions que les médias sont censés remplir et qu'ils ne remplissent plus. Donc on interroge Thomas là-dessus pour un petit exposé d'une douzaine de minutes.
Bonjour à tous, Thomas Guénolé, politologue et intellectuel insoumis. Comme je le disais tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà là dans la salle, je suis très heureux et très ému d'être ici parmi les miens. A fait ce qu'il appelle lui-même son coming out aujourd'hui. Et comme souvent avec le coming out, tout le monde était déjà au courant. Bon, ça c'est fait. Alors, tout d'abord, quelques éléments de diagnostic sans trop revenir sur ce qui a déjà été dit. Ensuite, effectivement, je vais répondre à la question. Il y a des poches de liberté d'expression non alignées dans le paysage médiatique actuel. Ça a été évoqué par Aude. Ce que je veux dire par là, c'est que la preuve, moi-même, je n'exprime pas une ligne qui est celle qui est dominante dans les médias, et pourtant, un certain nombre d'émissions m'invitent. Donc si le système était complètement étanche, on ne m'inviterait pas. Vous avez deux cas de figure, vous avez les émissions non alignées et puis les émissions sincèrement pluralistes. Les émissions non alignées, c'est par exemple si tu écoutes Jeanne Letou, qui maintenant s'appelle Par Jupiter, qui est une émission humoristique certes, mais qui a par ailleurs une ligne éditoriale altermondialiste. Et puis un exemple d'émission vraiment pluraliste, ce serait par exemple la médiasphère sur LCI et jadis le regretté Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei, auquel je veux rendre un hommage. Frédéric Tadei, tombé au champ d'honneur de la liberté d'expression et à qui je dois tant. Par ailleurs, beaucoup de journalistes résistent autant qu'ils peuvent en interne. Ça donne par exemple des scoops défavorables au système en place qui sortent régulièrement dans des médias mainstream. Autre exemple, là on a Quotidien dans la salle. Quotidien, à un moment donné, ils ont résisté à des pressions venant de l'Élysée, venant du pouvoir macroniste. Et donc il y a des cas... Il y a des cas précis et donc j'insiste, on ne peut pas considérer que c'est mal de faire des amalgames en matière de minorité maghrébine et puis ensuite mettre tous les journalistes dans le même panier, ça n'a pas de sens. Et donc, gardez à l'esprit que dans chaque salle de rédaction, vous avez une tension entre ceux qui veulent plaire et complaire et ceux qui veulent faire leur boulot de contre-pouvoir. Et ça existe, à ma connaissance, dans toutes les rédactions. Et le point d'équilibre dans chaque rédaction n'est pas le même d'une rédaction à l'autre, et malheureusement, c'est souvent dans le mauvais sens en termes d'intérêt de la population. J'enchaîne, sinon je vais faire trop long. Donc, mais globalement, le modèle économique des médias dominants produit bien une pensée unique en moyenne. Il y a des vrais désaccords dans cette pensée unique. Je pense par exemple au positionnement sur les droits de la minorité LGBT, où là c'est clair qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais globalement, dans les médias mainstream, tenir une ligne éditoriale anti-système quand vous êtes journaliste, c'est prendre un risque pour sa carrière. La ligne éditoriale des médias dominants, quelle est-elle? Elle est pro-mondialisation malheureuse, c'est-à-dire en faveur du programme économique dont on a parlé à la table ronde précédente. Si vous n'étiez pas là, bah, tant pis pour vous, il fallait le dire. Et cette ligne éditoriale, elle est par ailleurs, et on l'oublie trop souvent, pro-sécuritaire. Ça donne sur les plateaux télé après chaque attentat un défilé d'experts plus ou moins authentiques d'ailleurs, qui vont faire un concours de celui qui ira le plus loin dans la préconisation du basculement de la France dans un état policier. Alors par ailleurs, en interne, vous avez de l'autocensure, donc dans ce qu'Alain Minc appellerait le cercle de la raison, mais qui n'est pas qu'économique, il est aussi sécuritaire, je le répète. Et si l'autocensure ne marche pas, on passe à la censure et au licenciement. Aude et moi, nous avons un rare point commun, nous avons été virés d'un média pour avoir défendu nos idées et avoir essayé de faire notre travail. Moi, c'était sous pression du ministère de l'Intérieur par RMC, c'est une variante. Alors après, les médias mainstream, quand ils défendent une certaine ligne éditoriale, encore une fois, en moyenne, j'insiste, eh bien, vis-à-vis de l'extérieur, leur attitude est simple, vis-à-vis de l'extérieur d'eux-mêmes. Plus les idées sont hérétiques, plus le traitement est à charge. Par exemple, le Mélenchon bashing. Je l'avais quantifié effectivement, le taux de contenu négatif dans les médias envers Jean-Luc Mélenchon et envers Emmanuel Macron. J'avais comparé, donc quelques mois avant le premier tour, Emmanuel Macron était à 25 à peu près, et Jean-Luc Mélenchon aussi.
Voilà, je vous le signale. Donc là, ça va? Ça va? Bon. On est autour du premier tour. Emmanuel Macron est toujours à 25. Jean-Luc Mélenchon est monté à peu près 40. On est pendant la campagne des législatives. Emmanuel Macron est toujours autour de 25. Et Jean-Luc Mélenchon s'approche tranquillement des 70. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon subit ce genre de choses? Au-delà de la conflictualité qu'il peut y avoir parfois dans son engagement politique, parce que la conflictualité fait partie du débat politique, le débat politique n'est pas un univers de tasse de thé, mais au-delà de cet aspect-là, qu'est-ce qui fait qu'il est traité comme ça plus souvent qu'à son tour? Mais parce que c'est un hérétique. C'est simple. Pourquoi je dis hérétique? Parce que les médias mainstream tiennent aujourd'hui le rôle de l'Église dans l'Ancien Régime. Ne dit-on pas la messe de 20 heures? Les cardinaux, ce sont les éditorialistes tout-terrain pro-système. Les prêcheurs, ce sont les économistes antisociaux omniprésents à la télévision avec comme débat, est-ce qu'il faut flexibiliser ou est-ce qu'il faut carrément vachement flexibiliser? Salut à Célandaire. Le dogme que j'ai rappelé, sécuritaire et pro-mondialisation malheureuse, il y a les inquisiteurs. Je rappelle que Patrick Cohen n'est pas là pour vous interviewer, il est là pour vous arracher déjà le vœu. Et ça donne des questions en interview, parfois. En fait, la question, je vous invite à y faire attention, vous allez voir, une fois que vous le savez, vous le repérez à chaque fois. En fait, l'intervieweur, je ne sais pas s'il s'en rend compte d'ailleurs, il va juste exprimer une position pro-système et mettre un point d'interrogation à la fin. C'est récemment arrivé à Charlotte Girard sur une chaîne d'information. Et une des questions, je cite en paraphrasant à peine, la reprise est là, donc le libéralisme, ça marche? Question du journaliste. Vous avez les hérétiques excommuniés, et là j'ai une pensée pour mon grand frère intellectuel qui est Emmanuel Todd, et puis vous avez même des prêches de type croisade, c'est-à-dire qu'on est d'accord, je ne reviens pas sur la question de l'Ukraine, mais on nous la dépeint en moyenne, encore une fois, pas tous, pas tout le temps, mais on nous la dépeint en moyenne comme un grand affrontement entre le bien et le mal. Alors que, pardon d'être vulgaire, mais c'était grosso modo des enfoirés des deux côtés. Hein. Alors, je fais une parenthèse, non, je ne vais pas avoir le temps, je zappe ma propre parenthèse. Alors, je vais directement à que faire. Que faire? Alors, en réfléchissant à que faire, j'ai une pensée pour le regretté François Delapierre qui disait que la révolution commence dans notre regard. La révolution commence dans notre regard. Les médias dominants, c'est l'Église qui maintient une certaine vision du monde et en empêche une autre. C'est l'Église qui maintient la croyance collective dans la légitimité du système. Donc, pour changer de système, il faut d'abord que les hérétiques, nous, subvertissent cette Église. Donc, dégager les médias. Ça ne veut pas dire supprimer les médias mainstream. Non, ça ne veut pas dire ça. Notre famille de pensée, elle est pour le débat d'idées, elle est pour le pluralisme. Dégager les médias, ça veut dire supprimer, casser le monopole audiovisuel pro-système. C'est-à-dire ajouter dans le paysage un grand média audiovisuel avec une ligne éditoriale intersystème. C'est ça qu'il faut faire. Car ce système est injuste, il fait de plus en plus de perdants. Donc il ne tient que sur la croyance collective qu'il n'y a pas d'alternative, qu'une seule politique est possible, ça vous avez l'habitude de l'entendre, mais surtout, et c'est fondamental, qu'un seul regard sur le monde, j'ai bien dit regard, est possible. Donc si un grand média audiovisuel intersystème exprime tous les jours un autre regard, d'autres valeurs, le monopole audiovisuel pro-système est cassé, donc la représentation unique pro-système de la réalité est cassée. Donc le rouleau compresseur du dogme pro-système tombe en panne, et donc la croyance en la légitimité du système est affaiblie gravement. Alors,
Il y a un poison qui a vraiment pourri notre courant intellectuel, philosophique et politique, c'est la lettre au Père Noël. Il faudrait ceci, il faudrait cela, et puis après, quand on essaye d'imaginer concrètement, on n'a plus personne. Bon, voilà. Bon. Ce n'est pas du tout l'ambiance de la maison, et donc, c'est bien de lancer une grande idée, mais concrètement, on fait comment? Je vais essayer d'être plus précis. Quel modèle économique pour ce média? C'est la question fondamentale. Je ne vais pas vous surprendre sur le modèle économique, puisqu'il y en a beaucoup qui ont fait des dons récemment. Ne mentez pas. Le média doit être gratuit et en accès libre, parce que sinon son audience sera plafonnée assez vite. On a des exemples ces dernières années. Mais le financement par de grands actionnaires pro-système est évidemment impossible pour des raisons d'incompatibilité idéologique. Et le financement par la publicité, il est difficile au moins au démarrage. Donc, au moins au démarrage, moi je propose le modèle économique des dons. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Par une accumulation de petits dons, un grand média audiovisuel sur le web peut être créé et fonctionner au moins la première année, puis ensuite on verra. C'est-à-dire le même modèle de financement que la campagne présidentielle d'un certain Jean-Luc Mélenchon en 2017. Alors, je vois qu'il y a déjà des donateurs potentiels, j'en suis très heureux. Quel contenu pour ce média? Alors, je ne vais pas me lancer dans l'improvisation d'une grille des programmes, ce serait tout à fait, un, présomptueux, et deux, carrément pas mon rôle. Je vais m'en tenir au principe directeur. La ligne éditoriale nécessaire, elle tient en quelques mots. Alter-système, et non pas anti-système, c'est pas que du rejet. Humaniste, altermondialiste, écologiste, féministe, antiraciste, et réellement républicaine, c'est-à-dire la liberté réelle permise par l'égalité réelle, et dans un contexte général de fraternité. C'est très important. C'est très important d'avoir un journal télévisé quotidien qui porte un autre regard sur l'actualité, mais avec les mêmes codes sur la forme que les autres journaux télévisés. Rendez-vous compte de l'impact que ça aura sur le paysage. C'est très important de ne pas répondre à la propagande par une... Écoutez-moi, ça c'est fondamental. Parce que c'est un piège tentant. C'est très important de ne pas répondre à la propagande par une autre propagande. Et donc il faut un respect strict de la déontologie de l'information. Par exemple, il faut toujours pouvoir prouver ce qu'on balance dans un reportage et non pas se faire plaisir en balançant des trucs comme ça. C'est très important. Très important de ne pas répondre à la pensée unique par une autre pensée unique. Et donc il faut du pluralisme des débats à l'antenne en invitant des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est très important. Parce que ça veut dire aussi que des gens qui ne pensent pas comme nous vont venir regarder ces programmes, parce que là au moins il y a du débat véritablement divers et on n'est pas, pardon de le redire, chez ces Dormers. C'est très important aussi d'agréger tout ce qui existe déjà et qui veut bien rejoindre le mouvement. Il y a par exemple un certain nombre de youtubeurs, je pense, qui seraient ravis. C'est très très important, mais là je plaide, c'est une fibre personnelle, de faire de l'éducation populaire sur cette chaîne, avec des cours de philosophie politique, d'économie politique, etc., accessibles à des débutants. Et puis c'est très important, par pitié, de ne pas parler que de politique sur cette chaîne, et donc de faire des émissions, par exemple, pour diffuser la vie culturelle à laquelle le système ne s'intéresse pas ou dont il dit du mal. Je pense par exemple au rap conscient, aux jeux vidéo, à l'art métissé, etc. Pour conclure, une contre-société existe déjà. Elle existe déjà. C'est vous, c'est nous, et en fait nous sommes déjà des millions. Donnons à cette contre-société son propre espace audiovisuel. Pour être plus précis, c'est un combat culturel. Je vous remercie. Merci pour ce cahier des charges. Maintenant, s'il y a des volontaires, il nous donnera son adresse
mail, vous pourrez faire votre proposition chiffrée. Merci infiniment à nos 3 intervenants. Ce n'est pas tout à fait terminé. On va prendre les questions de la salle. Je vais essayer de vous repérer, peut-être que je vais demander de l'aide. Est-ce qu'un de mes amis de la com veut bien se désigner pour m'aider à passer un seul micro. Et on va tout de suite, moi je pose une toute petite question, mais vraiment 30 secondes. Tu vis comment maintenant? C'est quoi? Déjà, tu as pu te faire embaucher ou des choses comme ça dans les médias ou t'es personne à l'endroit? Non, mais quoi? Non, je crois pas. Si. Non, mais comme je le disais tout à l'heure, heureusement, tout le monde n'est pas encore aligné dans ce milieu, donc il y a des rédacteurs en chef qui ont décidé de nous faire travailler sans tenir compte de ce qui pouvait éventuellement se passer pour le moment. Mais la situation, évidemment, a changé depuis le jour. Je parle juste. Avec moi, il n'y a pas de problème. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit Thomas. En fait, je pense, moi, et donc je vais être plus radicale sur ce point qu'un insoumis en plein coming out. Voilà, je relève le défi. Non, moi je pense sincèrement que la création d'un média alternatif n'est une solution au problème global qui se pose dans les médias. Il ne faut pas laisser tomber les gros médias mainstream. Il s'agit d'un bien public qui a petit à petit été privatisé, mis au service des pires intérêts. Je crois tout simplement, je crois que la solution elle est nécessairement politique. Je crois que tant qu'un parti ne s'emparera pas de la chose, comme les insoumis ont tenté de le faire, pour interdire tout simplement certains types d'actionnaires, ceux qui sont en affaires directes avec l'État, notamment, de posséder des médias, ce problème continuera et la force de matraquage d'une chaîne comme BFM TV sera difficilement, malheureusement, concurrencée par des lieux qui, certes, nous font plaisir, où on se réchauffe, mais qui n'ont pas la même puissance de feu. Et par rapport à une élection présidentielle, notamment, parce qu'on a pu mesurer leur formidable nocivité. Juste très brièvement pour dire que je suggère qu'on fasse l'un puis l'autre. Voilà, d'abord le média alternatif et puis la victoire politique. Alors, on va faire rapidement. Je prends 4 questions, on essaie de les dispatcher à nos intervenants. Et répondre très brièvement. J'en ai déjà pris 4 et j'essaie de faire la suite. Alors il y en a une là-bas avec Bernie Sanders. Merci Sophia pour la parole. Ma question s'adresse à Olivier. Les décodeurs vous attaquent sur le fait que 10% de vos articles ne sont plus en ligne. Vous avez parlé de 4000 articles, il y en a 500 qui ont été dépubliés. Et sur le fait qu'ils ne sont pas accessibles sur archive.org. Ma question est simple, parce que je n'ai pas d'avis sur la question. De combien d'argent avez-vous besoin pour financer la remise en ligne de cet article-là et pour que notre mouvement puisse montrer que ces journalistes qui ont des opinions sont néanmoins des gens qui sont honnêtes et scrupuleux et déontologiques. Oui, donc très rapidement, j'ai répondu très longuement à ces articles un peu complètement délirants. Je dirais que dans l'article, ils m'accusent de ça, ils expliquent et puis j'utilise une source que j'ai déclarée comme mauvaise. Donc tout ce qui n'est pas vrai, il y a eu quelques articles qui ont été enlevés. Ce sont des articles d'actualité qui sont des revues de presse qui ont envoyé sur des choses qui ne marchent plus en fait. Mais ils y sont. C'est faux, ils sont en ligne. La liste est en ligne, ils sont complètement en ligne. Ils ne travaillent pas, ils ne m'ont pas contacté, donc ils n'ont pas les bons liens. C'est tout. Bon, alors on arrête, il n'y a aucun intérêt sur ce point-là. Venez me voir à la fin, je vous explique. Il y a un article, j'ai répondu au moins à ça. Oui, merci. C'est vraiment très dur de vous repérer. J'aurais dû prendre les questions par écrit au début. Une erreur de ma part. Il y a vous, madame.
Moi, je voudrais vous remercier tous les trois là parce que j'ai trouvé que vous étiez très différents mais à la fois tous passionnants. Je voudrais juste soulever une question. On oppose souvent les journalistes aux actionnaires. Vous avez, au Lancelin, vous avez fait une description de la variété qu'on trouve chez les journalistes, sans doute à la fois de leur position, de leur salaire, et puis aussi, vous avez dit, il y a les ravis et puis les cyniques. Mais il me semble que entre les deux, entre ces journalistes et les actionnaires, il y a quand même tous ceux qui prennent les décisions éditoriales, ceux qui choisissent les sujets, ceux qui choisissent ceux dont il ne faut pas parler, ceux qui corrigent. D'ailleurs, vous le décrivez bien dans votre livre, ça, hein, la relation avec les directions de rédaction, rédaction en chef et tout ça. Donc ça, il me semble que c'est important de ne pas stigmatiser. C'est pas les journalistes, à mon avis, qu'il faudrait stigmatiser, mais c'est tous ceux qui sont décisionnaires dans les publications. C'était une remarque. Je réponds à votre question, madame. Moi, je ne fais pas de distinction parce qu'il y en a de moins en moins entre les managers de presse et les actionnaires. Ce sont des gens désormais transparents, choisis pour leur soumission et leur soumission intellectuelle et leur soumission concrète, salariale. Donc, si vous voulez, cet étage-là n'existe plus en définitive. C'est malheureux. Mais précisément, les journaux étant massivement rachetés comme ça, notamment, j'insiste là-dessus, sur le quinquennat de François Hollande, on a assisté véritablement à une victoire par chaos du capital sur les médias. Eh bien, dans ces rédactions-là, on ne met plus en place des vrais journalistes. On met en place des hommes de paille, des hommes de main, des managers. C'est un monde qui est en train de basculer, vraiment. Troisième question. Oui, merci beaucoup. Je voudrais mettre dans le débat le cas de la commission de la carte de presse, qui est censée garantir un certain nombre de droits et de protection aux journalistes, et en tout cas de charte des journalistes. Je voudrais savoir, Aude Lancelin, si vous avez eu au moment de votre licenciement un contact, un coup de main, un échange avec quelqu'un de la commission de la carte de presse. Savoir aussi, Thomas Guénolé, si vous pensez que ça pourrait être un organisme plutôt ami pour la création d'un nouveau média alter. Et puis, Olivier Berruyer, est-ce que vous êtes considéré comme journaliste? Est-ce que vous avez la carte de presse? Ça fait 3 questions. Non, on va prendre la question pour Thomas Guénolé. Merci. Alors, si j'ai bien compris, votre question, c'est dans quelle mesure la commission de la carte de presse pourrait être une alliée de la création d'un grand média audiovisuel intersectoriel. Bien. Alors, c'était juste pour être sûr. En fait, il y a un autre organe, dont j'ai oublié le sigle, c'est CRRPP, un truc comme ça, qui est en fait l'organisme qui met le tampon de service de presse en ligne. Donc vous vous déclarez, vous remplissez un formulaire, etc., etc. Il y a notamment comme condition qu'il faut un directeur de publication et au moins une personne, généralement c'est un rédacteur en chef, quelque chose comme ça, qui lui soit déjà un journaliste avec une carte de presse. Et à partir de là, vous êtes reconnu comme média avec tout ce que ça implique, le droit à la protection des sources, le droit actuel qui est quand même, et c'est une bonne chose, relativement protecteur envers les journalistes quand ils vont être accusés de tel ou tel manquement, etc. en justice. Donc bon, quand on est victime, c'est désagréable, mais c'est quand même important qu'il ne soit pas trop facile de les défoncer, parce que ça poserait d'autres problèmes. Et donc, pour moi, c'est cet organisme-là qui serait intéressant pour y être enregistré, dûment, parce qu'à partir de ce moment-là, progressivement, sauf erreur de ma part, c'est du droit dont je parle en tâtonnant, les différentes personnes y travaillant, ce serait plus facile pour elles, si elles ne l'ont pas encore,
d'obtenir à leur tour leur carte de presse si tant est qu'elles fassent un boulot de journalisme. J'ai rappelé qu'il y a des règles déontologiques qu'il faut surtout respecter pour ne pas répondre à de la propagande, pas de la propagande. Quant à la commission de la carte, vous voyez, pour moi, c'est pas le bon sujet. Et en incise très brève, un point qui moi, me fiche une trouille bleue, c'est l'insertion de plus en plus forte et rampante de contenu publicitaire dans la teneur même de l'article. Où là, c'est l'équivalent médical, c'est la gangrène, si vous voulez. Donc là, il y a vraiment un problème. Juste pour qu'Olivier, quand même, tu répondes, tu n'es pas journaliste. Et il ne l'est pas parce qu'il faut tirer des revenus de ce travail et il faut justifier d'un certain niveau de revenus par la pratique du journalisme pour avoir la carte de presse. Donc ce n'est pas son cas, il y avait une jeune dame. Donc moi je me posais surtout une question au niveau du débat. Vous avez beaucoup parlé des médias, du rôle des médias dans l'information, vous avez surtout pointé certains médias du doigt, mais vous n'avez pas parlé d'un rôle d'un décideur qui est les personnes qui vont regarder au final, qui vont écouter ces informations. Parce que les décideurs, c'est aussi eux, puisque s'il y a parfois une baisse qualitative dans certains reportages et dans certains médias, c'est aussi parce qu'il y a eu des exigences qui ont modifié le rôle de journaliste qui est à la base et de décrypter l'information et la rendre accessible. Mais cette exigence d'avoir l'information plus rapidement et d'avoir toujours plus parfois de sensationnel et ce genre de choses, c'est aussi quelque chose qu'il aurait fallu pointer du doigt. Donc je me posais la question, pourquoi n'avoir pas dans la conférence assez pointé du doigt cet aspect-là? Oui, je réponds parce que j'ai orienté un peu. En introduction, j'ai parlé de comment réagit le public dans un processus de dégagisme. Comment réagissent les gens. Il y a ceux qui vont aller se renseigner ailleurs, qui vont essayer de savoir et de se poser des débats et de participer à des débats à l'extérieur de ce système médiatique qui ne répond pas et qui ne remplit pas ses fonctions. Et puis il y a ceux qui vont tout simplement s'en détourner et ne plus vouloir s'en occuper. Ce sont des abstentionnistes des médias en quelque sorte. Donc voilà ce qui se passe, voilà à quoi on a affaire sur les questions d'actualité, d'information, de débat public, etc. On prend une autre question. Allez, je suis désolée les gens qui sont en haut, là c'est dur. Le monsieur avec le badge de la CGT, là. Faites passer. Attendez-vous pas le temps de parler dans le micro pour qu'on vous entende sur les réseaux sociaux, sinon on vous entend pas. D'accord. Juste pour dire que je me félicite de ce débat et je l'attends depuis le début des 4 jours. Je suis parfaitement conscient de tous ces problèmes-là, évidemment, puisque c'est quand même mon travail quotidien de journaliste et de syndicaliste journaliste. Donc je remercie Thomas Guénolé, Anne Lancelin, etc. J'arrête là-dessus. Il va de soi tout ça. Juste, je voulais dire que c'est important, je pense, le rôle des journalistes, des syndicats de journalistes, parce que nous, on essaye au quotidien de contrôler ça avec le peu de poids qu'on a, parce que je ne vous cache pas que les journalistes, les syndicalistes ne sont pas les plus nombreux. Évidemment, les syndicalistes dans le monde ouvrier ne sont pas très nombreux non plus, mais encore moins chez les journalistes qui ont, pour un bon nombre, un problème d'égo et d'identité que nous, on combat à longueur de temps. Mais c'est surtout d'essayer de... Nous, non seulement on veut défendre les journalistes, mais on veut défendre aussi l'information. Et quand je vois faut-il dégager les médias, je pense que c'est une bonne question. Et ça, il faut la poser. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire les médias, à l'intérieur des médias, et ça a été dit par la tribune d'un certain nombre d'entre vous, ils sont parfaitement conscients qu'il y a des journalistes qui sont de plus en plus précaires, de plus en plus jeunes, de plus en plus démunis de tout, et qui sont au service des rédactions. Je veux dire, il y a eu un débat précédent sur la question des possessions et du pouvoir des financiers. C'est quelque chose d'effarant en France. Je veux dire, il n'y a pas un grand média qui soit indépendant. Il y avait encore Le Monde il y a quelques années, c'est bien fini depuis de nombreuses années. Il y avait encore des journalistes comme Libération en 68 qui dégageaient un autre espace. Tout ça est fini. Tous ces journaux ont été rachetés par Dassault, Niel, Drahi, etc. Mais il faut le répéter ça parce que... Est-ce que vous pouvez venir à la question? Oui, tu as raison, effectivement. La seule question que je me posais, moi, c'est en fait une affirmation sur le fait que les journalistes ont un syndicat et tous les syndicats sont bienvenus, évidemment, particulièrement le SNJ-CGT. Donc nous, on est allés sur notre site, allez regarder et consulter. Voilà. Merci beaucoup. Allez, tout ce qui est là-haut, il y a le monsieur qui est là, qui attend depuis un moment. Après, je prends des femmes. Bonjour.
Thomas Denollet et Aude Lancelin a parlé de pervers et de narcissisme, et Thomas Denollet a parlé d'acquisition carrément. Vous ne pensez pas que pour s'attaquer ou pour se défendre de ces gens-là, il faudrait peut-être utiliser un autre langage, un langage plutôt clinique qui concerne le narcissisme pervers et les désigner tels qu'ils sont, parce que le pervers narcissique, il n'a qu'une seule peur, la plus grande peur, c'est d'être démasqué. Mais tu as raison, n'est-ce pas? Parce qu'on parlait justement de dénoncer, et quand on dénonce, c'est ça. Non, la dénonciation de... Alors, un nouveau langage, peut-être. Non, elle n'a pas parlé de ça. Si, je lui donne la parole. Écoutez, non, pourquoi d'abord, je n'ai jamais parlé de pervers narcissique. Non, c'est vrai. Je l'ai noté. J'ai parlé de pervers et narcissisme. Oui, mais pas de pervers. Donnez votre micro, monsieur. Non, écoutez, on parle de ressort humain. Donc j'emploie des noms, j'assume totalement cette terme. Non mais ils sont bons, ils sont vrais. Je crois qu'on n'a pas bien... Il y a peut-être une incompréhension. Ce qu'il veut dire, c'est que vous les démasquez. Et quand on les démasque, leur réaction est de cette violence-là. Et moi, je disais, oui, c'est vrai que quand on dénonce et qu'on révèle des choses, comme vous l'avez fait, enfin, comme tu l'as fait, forcément, tu les as démasquées. Et voilà, il faisait le parallèle avec la psychiatrie et ce qui s'est passé dans la situation. Je vais prendre encore une question et on enchaîne. Bon, bonjour. Je suis vraiment désolée. Et il ne faut pas croire les promesses qu'on fait. C'était une question par rapport au documentaire de Mes chiens de garde. Quel impact ça a eu à l'intérieur du métier? Les réactions que ça a eu auprès des éditorialistes à l'intérieur, en off, voilà. Et sinon, d'avoir merci d'être venus tous les quatre. Je ne pensais pas que Olivier Berruet venait. Et merci d'être un rayon de soleil dans ce shitstorm permanent. Voilà. C'est le community manager de Carotexi, pour ceux qui connaissent, c'est le community manager d'En Marche. Ouais, j'ai pas été fort. Au début, quand on a dit faut-il dégager les médias, on a applaudi en rigolant, on a dit oui. Vous vous souvenez? Bon, lui, il a retweeté en disant, entre guillemets, faut-il rétablir mes boulades sans innovation? Non, mais c'est pas pour dénoncer. Non, mais il ne faut pas nous perdre. Enfin, merci, allez. Aude, tu voulais répondre, et ensuite on avait une question. Merci, camarade, mais. Non, mais c'est un exemple en tant que tel. Ouais. Non, mais pour répondre à votre question, monsieur, mais je ne voudrais pas qu'on parle sur les nouvelles nouvelles, mais c'est vrai que ça a peu d'impact sur les gens du métier. Si vous voulez, il y a quasiment, c'est même incroyable d'imaginer des choses pareilles, mais il n'y a quasiment aucun lecteur du monde diplomatique dans ces rédactions-là. Moi, je me souviens qu'il y avait un exemplaire à la documentation générale de l'Obs, du Nouvel Observateur, pourtant ancien temps de la gauche intellectuelle, qui n'était utilisé que par moi. C'était certainement un signe précurseur très inquiétant. Voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Pierre Bourdieu, je ne vous apprends rien, les bourdieusiens, Serge Alimi, le monde diplomatique, il y avait évidemment une guerre entre la rédaction du mainstream et ce courant-là, et que la conscientisation des journalistes dans ces rédactions-là est un travail de longue haleine, et que ce documentaire n'y a pas suffi. Madame. Oui, alors évidemment, merci d'être là parce que ça nous met un petit coup de fraîcheur après tout ce qu'on a subi, que c'est vraiment super. Quoi. Les insoumis, bravo. Quoi. Et je voulais vous dire aussi, si un jour nous avions la chance d'accéder au pouvoir, je pense qu'il ne s'agit pas de faire une épuration dans les médias, mais peut-être par la loi, est-ce que c'est possible d'imposer le pluralisme? Parce que moi, ce que j'entends depuis 2012, j'en peux plus. Je suis obligée de fermer ma télé. Je peux plus. Je vais me renseigner sur YouTube, je vais m'entraîner. Et ça, c'est pas possible parce que ce n'est accessible
tu as des gens convaincus comme nous. Ce que les gens voient, et moi je les vois en militant sur le terrain, c'est BFM, c'est ITV, c'est le JT de TF1, et ce qui a contribué à la démolition systématique du mouvement des Insoumis, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Donc, est-ce que par la loi, on pourrait, si on arrive au pouvoir, imposer des débats pluralistes? C'est-à-dire, oui, garder... Alors, on l'a bien compris. Merci. Écoutez, oui, alors on l'a évoqué tout à l'heure, moi j'avais demandé que la conférence parle de ce qu'on peut faire maintenant en attendant d'arriver au pouvoir, puisqu'on y arrivera. Et pendant l'élection présidentielle, moi j'avais piloté la rédaction de ce livret, justement, qui sont les propositions de réforme sur les médias. Et c'est tout à fait possible. Voilà, rien ne l'empêche, mais ça se fait par la loi, mais on n'est pas encore au pouvoir, donc on ne peut pas le faire actuellement. Mais on le fera. Je vous garantis qu'on le fera. Donc j'en ai quelques exemplaires, sinon je pense que vous en trouverez par ailleurs. Je dois prendre une autre dame pour rattraper mes bêtises. La dame avec le... Je voudrais poser une question sur... j'ai été journaliste à un moment donné, il y a longtemps, j'ai une carte, et j'ai appris à ce moment-là que je payais 40% moins d'impôts. Donc, d'abord, comme réflexion, est-ce que d'abord ça existe encore? Parce qu'apparemment, il y a des trucs qui ont changé dans la profession, les cartes et tout ça. Et puis d'autre part, est-ce que ça si ça existe encore, donc, est-ce que ça, c'est pas une manière d'aider les journalistes à être auto-censure, voilà. Alors, pour vous répondre plus précisément, non, vous ne payez pas 40% d'impôts en moins, vous avez un abattement fiscal de environ 6 000 €. Que vous, voilà, vous déduisez de votre revenu annuel, voilà. Bon. Alors évidemment, ce calcul-là, il est très convoité par les gouvernements successifs. C'est plusieurs quinquennats qui fantasment sur cette abolition, mais personne n'a eu le courage de le faire pour des raisons assez compréhensibles. Parce que là, pour le coup, la profession, je pense, se soulèverait contre un tel châtiment. Je ne pense même pas, quelle que soit la passion des coupes budgétaires d'Emmanuel Macron, qu'il en viendra là. Ce ne serait pas un châtiment, hein, ce serait... Oui, j'ai employé le mot châtiment. C'est ironique, moi je suis pour l'abolition de cet abattement fiscal qui, vous allez rire, n'est justifié que par une chose, c'est une sorte de protection de la profession qui contribue à la libre circulation des idées et des opinions. Et à un moment, il faut arrêter la farce est finie. C'est vrai que quand on a certains programmes qui prétendent avoir des journalistes à qui donnent la carte de presse, alors qu'en fait ils font que du divertissement et qui montent de toutes pièces des sujets, on se demande s'ils méritent vraiment ces journalistes à la carte de presse leur abattement fiscal. Oui. Je dirais juste qu'il ne faut pas oublier aussi que journaliste, c'est un métier très dur. C'est un métier ingrat. Dans le classement mondial des métiers, il arrive vraiment souvent à la toute fin. Et je pense qu'il faut aussi éviter un espèce de poujadisme anti-journaliste. Le journaliste, c'est une base importante en démocratie. Moi, ce que j'attends, c'est simplement des journalistes qui respectent les principes déontologiques, en particulier la charte dominique. Il y a très régulièrement... Je n'attends pas spécialement dégager les médias, je voudrais des médias relativement honnêtes et sur lesquels on puisse contrôler un certain nombre de choses, se plaindre, mais au niveau d'instances déontologiques professionnelles, simplement, pas besoin de loi, pas besoin de choses comme ça. C'est avoir un métier qui fonctionne comme les avocats ou comme les médecins avec un minimum de régulation. Déjà, ça redonnerait confiance de la population dans les journalistes. Peut-être, pourquoi pas, un ordre des journalistes. Vous savez quoi, les amis, il est 19h10.